Salut à tous. Cette vidéo, un petit peu différente des autres, pour toujours dans le cadre du mode carrière, et essayer d'explorer un petit peu un aspect du jeu, c'est ce fameux adjoint auquel on peut confier des missions et qui pourrait éventuellement nous aider sur PCM 2020. En quoi est-ce qu'il pourrait nous aider? Est-ce que finalement on peut l'exploiter ou est-ce que tout est à jeter ou est-ce qu'il y a une petite partie qu'on pourrait en retirer? Voilà, c'est les questions que je me suis posées. J'ai donc pour cela pris une équipe que vous avez entreaperçue dans ma vidéo de présentation. C'était évidemment la Movistar. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai jamais rien proposé avec la Movistar et que c'est toujours sympathique d'aller un petit peu parfois sur des nouvelles choses, mais surtout parce que cette équipe, elle est faible, j'ose le dire. Il suffit de regarder l'overall des meilleurs, hein. C'est une équipe faible, et en plus, c'est une équipe dont certains des meilleurs, en fait, je pense évidemment à Alejandro, à Jürgen Rolands, même à Rojas également. Ils sont assez âgés, quoi, même RVT, etc. Et donc, c'est une équipe qui, il y aurait tout un chantier pour relever ce type d'équipe-là. Ça pourrait d'ailleurs être drôle, mais c'est une équipe qui, ne risque pas grand-chose. Je vais simuler pas mal de choses. Quand même, occasionnellement, on va regarder ce qui peut être fait, par rapport à jouer deux trois courses en passant. Mais des objectifs qui sont finalement assez faciles à atteindre si on commence à jouer les courses, quoi. Aller gagner là, top 5 sur Valenciana, sur la Ruta del Sol aussi, il faut gagner. Bon, allez, il y a de la concurrence, mais si on met des pics en début de saison, ça peut être faisable et tout. Donc le pari n'est pas difficile. Peut-être le top 3 Tour de Catalogne, il est délicat. Puis après, on nous demande des choses qui sont le top 10 à Paris-Roubaix avec Roulans, c'est quand même un peu chaud. Top 10 avec Alejandro, fatalement, ou Roulans, finalement, sur le Tour des Flandres. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont pas évidentes. Bon, je trouve pas que les objectifs soient super ajustés, mais bon, c'est pas trop là-dessus qu'on va regarder. Non, c'est plutôt ce fameux assistant, là qui est censé, voilà, avec la petite coche là, voilà. Quand la cage est cochée, l'adjoint prépare pour le premier de chaque mois ou pour le 4 janvier un planning prévisionnel qui répartit nos coureurs sur les courses du mois à venir. Il complète les effectifs en fonction du pré-remplissage que vous avez déjà éventuellement fait. Et ça, c'est vrai que il le fait. Vous allez voir. Alors là, c'était l'avancement en février, mais je vais reprendre. Je vais reprendre les choses avec une weekly save pour quand même repartir à zéro. Je me suis donc retrouvé au 6 janvier, et avec seulement des choses qui avaient été faites pour le mois de janvier. Donc voilà, l'impact est faible. On peut tout de suite voir quelques petites erreurs de l'adjoint. Parce que, ok, il tient compte des pré-remplissages, mais il ne tient pas compte du niveau de forme et préparation de nos coureurs. Puisque avec un tel programme de course pour Alejandro dès le début, c'est l'assurance de le fusiller. Donc je corrige, on va mettre quelqu'un d'autre sur Down Under, peu importe. Puis autre remarque, c'est par rapport à Solaire. Voilà, je vais focus sur ces deux-là essentiellement au fil de la saison. Solaire, il est très 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 mal préparé. Donc confirmation, l'adjoint ne prend pas en charge la fabrication de la courbe optimale. Il s'occupe juste de remplir les courses, d'inscrire les coureurs. Voilà, c'est tout ce qu'il fait. Mais absolument pas lui faire confiance par rapport à la préparation et à la planification des pics de forme, parce que ça risque d'être de très mauvaises surprises pour vous si vous lui faites confiance. Vous voyez, on pourrait se retrouver rapidement avec des courbes comme celle-ci, c'est-à-dire une fatigue qui vient lourdement impacter les coureurs assez, allez, on va dire dans la deuxième partie de l'année, si on a un peu de chance. Mais en fait, si on n'en a pas, ça peut même impacter dès le mois d'avril. Donc voilà, pas trop faire confiance. Moi, je fais mes petites évaluations de calcul, on va dire. Je ne vais pas calculer comme je le fais parfois, comme je vous ai déjà montré. J'ai juste fait une petite évaluation, voilà, pour essayer de, de tenir compte des objectifs que j'avais mis à Solaire, qui pouvaient être par exemple sur cette saison 2020
donc théorique, hein, puisque ce Vision 2020 n'aura rien à voir avec ça, mais par exemple Tirreno, Giro, vous voyez, donc il y a des petits réajustements à faire indéniablement, hein. On peut pas laisser les choses de cette façon-là, mais quand on retouche un petit peu les courbes de forme, on arrive rapidement à trouver quelque chose de très satisfaisant. Et donc voilà, moi par exemple je mis aussi sur la Vuelta, hein, solaire, mais c'est anecdotique, là c'est de la planif. Mais en passant, je touche un mot, mais c'est pas exactement le thème principal de la vidéo. Même si bon, vous allez voir, c'est un peu, je vais aller un peu aussi dans tous les sens. Je vais pas parler que de l'adjoint. On va aussi voir un peu l'évolution globale en simulation, hein, c'est l'occasion aussi de cette équipe. Quand on joue très très peu de courses, comme ça va être mon cas, qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce qu'on arrivera à se faire virer? Moi j'adorerais réussir à me faire virer en fait, parce que vous savez, la confiance du sponsor là. J'ai jamais expérimenté un truc, peut-être que certains d'entre vous vont m'en apprendre sur le sujet. Est-ce que vous êtes déjà fait virer? Est-ce que, avec une confiance du sponsor juste lamentable, vous imaginez dans la zone rouge là par exemple, est-ce que on peut vraiment se faire dégager, genre il n'y a pas d'offre de sponsor, ou est-ce que le sponsor quand même il propose quelque chose à la baisse, tout simplement, comme le jeu semble le prévoir, hein. Mais donc voilà, j'aimerais bien savoir, tiens, est-ce que vous êtes déjà fait virer? Parce que j'ai jamais essayé de jouer comme ça en faisant, allez, pas n'importe quoi, puisque pour Solaire et Valverde, j'essaie de faire les choses proprement, mais pour le reste, je laisse l'adjoint, mais j'ai envie de voir en fait. J'ai envie de voir ce que ça donne, c'est tout l'intérêt, hein, parce que si c'est pour tout faire à sa place, ça sert à rien. Donc, vous voyez, par exemple, voilà, pour Valverde, je lui mets ses courses, voilà, pour essayer d'optimiser un petit peu tout ça. Des fois qu'ils nous prennent l'envie, tôt ou tard, d'en jouer une ou deux, tant qu'à faire. Après, vous voyez, il est à 100% pendant très longtemps, hein. C'est quand même assez incroyable, hein. Et ben, figurez-vous qu'il va le rester. La fatigue ne va pas trop l'impacter, donc une énorme forme prévisionnelle pour Valverde sur ce début de saison grâce à la petite courbe de planif là que j'ai mise en place. Et vous voyez, tiens, intéressant. Mois de février, l'adjoint fait le boulot. Est-ce qu'il le fait bien? Ce qu'on va regarder tout de suite. Euh, Après, il n'a pas touché à Valverde, ce qui est légitime. C'est légitime, il a presque pas touché en tout cas. Je lui avais fait son planning déjà à Valverde. Il n'a pas non plus été provoqué de problème avec Solaire. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on peut se rendre compte tout de suite que cet adjoint agit sur les zones que vous n'avez en gros pas touchées, mais il ne faut surtout pas lui laisser la planif, parce que la planif, il n'y touchera pas. Là, la planif, c'est pas la planif d'une intelligence supérieure, c'est la planif par défaut qu'on connaissait sur PCM 19, sur PCM 18, etc. En gros, c'est la planif que parfois certains de nous suspectent un petit peu d'être la planif de l'IA qui l'emmène vers de drôles de formes, malheureusement, parfois, en toute fin de saison, et notamment qui peut des fois tronquer des Vuelta, hein. Je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Alors, tiens, regardez, Valverde, j'ai voulu essayer de voir s'il y avait moyen sur le mur de Gramont de faire quelque chose. Il s'est fait dépasser à toute allure, et en plus, on a Roland qui craque, qui crève en l'occurrence, mais qui du coup va craquer complètement dans ce même mur de Gramont, et du coup la victoire elle est totalement hors de portée, elle était peut-être déjà même avant la course. Par contre, devant, on a une jolie lutte, vous voyez. C'est pour ça que je le montre, c'est parce que on se retrouve de nouveau avec un home loop Headfolk, ou Last News pour les gens qui préfèrent, ou Newsblad aussi, qui va être disputé. Il se termine avec un très 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 joli tableau d'honneur, hein, avec, regardez-moi les noms qui sont là, c'est juste somptueux, avec de nouveau une course marquée par les offensives, notamment de l'attaquant, l'attaquant devant l'éternel sur PCM, c'est-à-dire Wout Van Aert. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On va nous-mêmes préparer le fait de jouer les Strade Bianche, parce qu'au final, on m'avait mis une équipe que je trouvais pas très digne sur cette course-là, donc je l'ai un petit peu modif. Et puis j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner aussi par rapport au jeu, hein. Qu'est-ce que ces Strade Bianche que j'avais déjà expérimenté 2 fois peuvent nous réserver? Est-ce qu'on va être de nouveau sur une arrivée entre guillemets un petit peu dégueulasse?
ou est-ce que au final on va quand même avoir quelque chose de sympa? C'est toujours la question en fait, hein. C'est toujours la question. Euh, L'équipe, ouais, on a Roulans qui a pas eu de chance et il va devoir boucher un trou et tout. C'est un petit peu dommage. Euh, donc je l'ai mentionné, mais j'en retouche un tout petit mot au cas où certains n'auraient pas entendu. Euh, ce que je regrette, et ce qu'on est un certain nombre à regretter pour en avoir discuté avec certains, hein, c'est le fait que ce profil-là, déjà, premièrement, ce profil d'Estrade Bianchi euh, ne nous paraît pas idéal, ne nous paraît pas collé non plus réellement à la réalité. Vous allez me dire, il y a le variant de Trek qui est disponible sur WorldDB, je sais, hein, je suis au courant. Mais plus généralement, je trouve qu'il est dommage que les, les secteurs en gravillon ne soient pas mieux pensés. Je suis certain qu'il y a des gens capables d'améliorer ça. Là aussi, je sais que dans le variant de Trek, les secteurs de gravillon sont censés compter un petit peu, je dirais, un petit peu comme le feraient des pavés légers, hein, ce qui pourrait être une modélisation, sans problème. Mais voilà, donc à voir tout ça, parce que c'est pas tout à fait évident. Je sais qu'il y a une équipe qui travaille dessus en ce moment. On verra un petit peu les nouvelles qui remontent de ça. Mais il y a aussi un gros phénomène qui est troublant au niveau des Strade Bianche, c'est l'arrivée. L'arrivée, elle est un petit peu troublante, quoi, parce que, allez, là, je tente une attaque avec Valverde, hein, mais pourquoi pas, hein, si elle aboutit, c'est très bien, si elle n'aboutit pas, bah, écoutez, on verra bien ce que ça donne. Voilà, regardez en l'occurrence. Hop là, ça a repris. Donc Valverde, du coup, pas au mieux hein, pour le finish de ces Strade Bianche. Tiens, c'est marrant, IRL, Valverde n'a jamais gagné les Strade Bianche. Il n'est pas venu tous les ans, mais il ne s'est pas imposé sur cette course-là, qui pourtant pourrait correspondre à une partie de ses qualités, hein. Un Valverde qui s'impose à un certain moment dans sa carrière. Bon, peut-être maintenant ça devient un peu difficile, mais sur l'Estrade Bianche, ça aurait rien de scandaleux et d'illogique. Et regardez, voilà, on va voir ce qu'on n'a pas envie de voir, c'est-à-dire une arrivée sur laquelle voilà, une vingtaine de coureurs va se disputer la victoire au sprint, ce qui est anti-Strade Bianche, mais au dernier degré, hein. Donc, bon, bah voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le mieux, c'est de passer. Et puis, de regarder aussi ce qui peut se passer du côté de Milan-San Remo, parce que c'est un autre sujet chaud du moment. C'est, voilà, qu'est-ce qui se passe vraiment dans le Poggio? Est-ce que l'IA est capable de nous proposer autre chose que ce qu'on a un petit peu trop vu parfois avec cette attaque à la cabine téléphonique? Donc, je ne rate pas l'occasion de proposer un Milan-San Remo lorsque ça se présente et de le jouer. On va essayer d'être honnête et de pas trop profiter, allez, on va dire, de certaines faiblesses, de certaines largesses de l'IA. Il y en a un qui passe un mauvais moment, c'est Peter Sagan. On voit qu'il est remonté par toute l'équipe Borans-Greux là, qui souffre pas mal. Il y a aussi Pozzovi pour la NTT, mais Sagan est vraiment mal barré. Il est dans de beaux draps parce qu'il y a eu une chute en fait hein, précédemment. On voit quelques hommes qui attaquaient. On apercevait notamment Nassen qui avait fait une petite tentative. Van Mark aussi, je pense. Et ben voilà, regardez, c'est amusant hein, le comportement, hein. Là, vous voyez le peloton qui, sur une relance, s'échappe totalement. Et Sagan qui voit comme ça partir et qui ne bouge pas, alors que il y a peut-être encore moyen de fournir une accélération, il peut peut-être s'accrocher, quoi. Bon, bref, hein, c'est pas le sujet, mais quand même, en passant, c'était un truc à observer. Donc voilà, je n'allais pas ne rien dire. La course est freinée pour le positionnement en bas du Poggio. C'est parti. On est donc sur une phase d'accélération. On roule très très fort. C'est Pulveda là, qui emmène Jürgen Rouland avec Valverde. Je vais essayer de jouer pour Prades. Je vais essayer de jouer pour Prades parce qu'il a un joli bonus et que voilà, bah, pourquoi pas, ça peut être un coureur très très intéressant. Et pour éventuellement pour Rojas, pour le cas où ça se regrouperait et le sprint se proposerait à nous, donc on sait jamais. On va tenter, regardez, voilà, je l'avais dit, hein, je vais essayer de pas profiter des largesses de l'IA. Je vais attaquer avec Prades. On sait que si on continue à faire le train dans le Poggio, la victoire est quasi assurée.
Et là, on a eu de la chance, on a été suivi par Mathieu Van Der Poel, de la chance pour l'intérêt de la course, hein, Philippe Gilbert également et Oliver Nassen. Il y a une vraie différence qui s'est faite ici, au moment de la bascule vers la descente. Et donc, ces 4 hommes sont plutôt en bonne position pour se partager la victoire. Donc, ça, c'est un truc qu'on aime bien. Bon, il faut pas se cacher, ça existait aussi sur PCM 19. Hein. On pouvait arriver à 3 ou 4. Hein. Franchement, ça arrivait. Hein. Mais simplement, il faut jouer le jeu. Le joueur doit... Allez, Nassen, qui va faire une jolie accélération. Prades, qui va faire 2. Mais s'il y avait eu 15 mètres de plus, Prades, il passait. Déception pour Van Der Poel au passage. Bon, c'est pas mal. À la limite, ce type de finale, on aime bien parce qu'on y croit. On pense que ça peut arriver. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me dérange pas, ce type de finale-là. Après, Prades, deuxième de Milan-San Remo. Allez, on va vite passer à autre chose. Mais bon, bah ça, c'est le fait de jouer. Hein. C'est comme ça. Hein. Voilà. Ok. Donc, ça se passe pas trop bien sur le plan des objectifs. J'essaye de me faire virer. C'est pas gagné non plus. Et puis, toujours l'histoire du passage là d'un mois sur l'autre. On va aller l'observer un petit peu plus en détail. Je fais 2-3 petits réajustements aussi parce que ça me titille. Je peux pas non plus ne rien faire. Et après quelques jours de simulation, donc une dizaine à peu près là, on voit Bernal qui l'a emporté en Catalogne sur un joli plateau, hein, un très joli plateau de grimpeurs. Marc Soler qui, pour les plus grands malheurs de la confiance du sponsor, n'aura pas en simulation réussi à accrocher de top 3. Un petit truc aussi à signaler, c'est ici le résultat du GPE3. Van Der Poel, Nassen, ok. Par contre, Menten, Hofstetter, Hermans, Sutterlin, waouh, il y a dû avoir une échappée. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a dû avoir une échappée parce qu'il y a pas mal de très bons coureurs qui sont un petit peu à la traîne. Mais c'est pas trop ça l'essentiel. L'essentiel, il est plutôt, regardez, hop, la planification, passage du 31 mars au 1er avril. Donc, encore une nouvelle action, la quatrième action de notre assistant préféré, de notre livreur de café, de notre sorteur de poubelle, et voir un petit peu de quelle manière est-ce qu'on peut tirer parti de ces services qui semblent être là où ils sont. C'est un stagiaire, voilà, c'est un petit stagiaire qui fait ce qu'il peut. Regardez, voilà, il nous a rempli le tableau. On va aller regarder tout ça en détail, avec un esprit critique acéré, vous en doutez bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous a mis? Il nous a mis sur Pays Basque, ok. Il ne gère toujours pas la forme et la prépa, donc je ne vais même pas m'attacher à cela. Hein. Il gère correctement, puisque il n'a pas modifié le programme de Roulant, qui bon, ouais, est-ce qu'il est. Par contre, il n'a aligné que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça va, ouais. 7 coureurs sur l'Amstel, mais pas nécessairement ceux que j'aurais alignés pour ma part, c'est pas grave. Il a également donc complété pour le Tour de la Sarthe. Il a aussi planifié pour la Romandie. Voilà, il a complété en fait ce que j'avais déjà mis. Donc, ouais, à voir, à voir. Je suis sûr qu'il y a les mêmes petits phénomènes que ceux que je pouvais vous signaler auparavant, mais c'est pas sur Mas que c'est trop visible, puisque Mas, je l'ai un petit peu retouché. Solaire paraît en mesure de réaliser un gros Giro, hein. Et puis on va voir la suite. Ok, allez, continue à simuler. On continue à simuler allègrement. Je me suis tâté à jouer un Tour des Flandres. Alors on joue pas. On a donc continué, j'ai simulé, avec un gant Wevel Game pour Viviani, et à travers la Flandre pour Mats Pedersen. Ensuite on a eu, vous allez voir que c'est pas triste. Hein. C'est pas triste. Hein. Tour des Flandres, Arnaud Desmar. D'accord, très bien. Valverde 4ème, hein, soit dit en passant. Bon, ok, ben, très bien. Ensuite, Tour du Pays Basque, classement général. Wout, Pouls, tiens, triplé néerlandais. C'est assez amusant pour le signaler. Donc, Valverde, hein, donc il va sur le Tour du Pays Basque après être allé au Tour des Flandres, tranquille. Et
Attendez, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est presque maintenant que ça va commencer, j'ai envie de dire. Paris-Roubaix, donc Van Aert, Van Marke. Donc Benoît Jarier a été troisième de Paris-Roubaix. Voilà, très bien. Emmanuel Herviti aussi dans le style, c'est pas mal, hein. Cinquième, d'accord, ok. Ok. On a eu ensuite, allez, on va continuer à se marrer sur le Brabantse Pijl. Donc, victoire de donc David Godu. C'est donc David Godu qui gagne la flèche Brabançonne. Voilà, tout va bien. Ensuite, l'Amstel. Hein. On passe à l'Amstel. C'est Sergio Higuita, donc, qui visiblement a dû s'échapper avec Primoz Roglic. On voit déjà un Jesus Herrada qui commence à montrer le bout de son nez. Attention, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ou peut-être que vous avez déjà vu ce genre de truc sur vos parties si vous simulez. Michael Woods qui gagne la flèche wallonne. Ok, avec notamment un Sam Omen troisième. Donc on imagine que ces trois-là, on n'en imagine rien en fait à ce stade-là. On n'imagine rien du tout. Je veux dire, c'est un truc de fou. Il est où à la Philippe, tiens? Ah, à la Philippe, donc, il est 25e de la flèche wallonne. Tout va très très bien. Et on va terminer en apothéose. On termine en apothéose avec Liège-Bastogne-Liège. Victoire donc de Jesus Herrada devant Thibaut Pinot. On a quand même Dario Cataldo, comme ça, qui vient faire troisième. Mais là c'est du délire, là. Là, j'en peux plus. J'en peux plus. Vivement qu'on passe à la suite, hein, qui est donc l'existence même. J'aurais jamais dû me faire mal en allant voir les résultats, parce que là, c'est trop. Je suis pas capable d'en supporter autant. D'un seul coup, c'est un petit peu trop violent, en fait. Hein. Voilà. Allez, le beau travail de l'adjoint, donc, pour ce qui est de nous compléter tout ça, on va donc assister en direct au remplissage, voilà, au remplissage de ce tableau de planification avec ici donc le résultat qui apparaît. Le résultat est donc qu'on nous a aligné Solermas, c'est moi qui l'avais décidé. Betancourt, Villela, Pedrero, Carretero et Elozegil, ainsi que Jorgensen qui est blessé. Hein. Enfin, il est blessé. Il n'est pas en très très bonne forme. Regardez, Jorgensen est à 79%, il a une micro-tendinite au tendon d'Achille. Il a donc été sélectionné pour le Giro. J'ai envie de dire tout va bien. Tout va pour le mieux. Voilà, ben, le mieux c'est de continuer un petit peu à simuler tout ça, hein, je crois. Il n'y a pas à hésiter une seule seconde. Même si on a vraiment compris hein, ce qui est en train de se passer, hein, c'est que cet adjoint peut servir à compléter, je dirais, les inscriptions, voilà, compléter les inscriptions sur des courses. Mais en fait, le mec est à surveiller comme le lait sur le feu. Hein. C'est-à-dire qu'il est capable de vous foirer une partie de saison, voire une saison, en un seul passage au premier du mois suivant, quoi, tout bêtement, parce qu'il ne sait pas faire certaines choses, il n'a pas été programmé pour. Déjà, s'occuper des courbes, parce qu'il me semble qu'un adjoint de planification devrait s'occuper des niveaux de forme et de préparation des coureurs. Il y a un autre truc qu'il ne sait pas gérer, c'est la manière dont on doit ajouter des courses ou pas à certains moments pour optimiser. Alors quand je pense à quand est-ce qu'on doit les ajouter ou pas, je pense évidemment les semaines à 0% doivent être respectées quand même, la plupart du temps en tout cas. Et puis il ne sait pas remplir le tableau d'inscription finalement des coureurs en tenant compte des pics de forme visés. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas un assistant qui calcule, c'est un assistant qui remplit. Voilà, c'est tout. Mais il calcule pas. Il n'est pas en train d'optimiser quoi que ce soit ou de vous aider à obtenir un pic de forme. Hein. Donc cet assistant-là est un type d'assistant dont on se passerait volontiers quelque part parce que finalement, j'ai pas l'impression qu'il apporte énormément. Bon, voilà, c'est un débat, hein, mais moi je le trouve pas phénoménal. Ce qu'on pourrait dire, c'est que au final d'avoir avancé un petit peu avec cette partie, ça m'a donné une idée. Je me suis dit tiens, je vais le proposer, on va le soumettre au vote.
Est-ce que une petite reconstruction là une petite reconstruction de Movistar manière épisodique, hein, et pas non plus comme une série majeure de la chaîne, mais comme ça, soit dit en passant. Est-ce que vous intéresse à l'occasion ou est-ce qu'on se dit ah non, allez, pas grave, on va plutôt privilégier les Andy Moragas et les Lotto Soudal et prochainement les Trek Segafredo. À voir, à voir. Donc je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Je vous salue et je vous dis à très très bientôt en précisant que j'ai quelques pistes dans le cas de recrutement et de recherche d'identité Movistar. J'ai quelques pistes plutôt solides et je sais quoi faire. Ce serait rigolo. Et puis, pour terminer, juste oui, précision, Bernal a gagné le Giro et Soler a fait 2. Et par contre, le Tour de France a été gagné à ma grande surprise par Jacob Fuglsang. C'était assez étrange. Fuglsang a gagné le Tour de France, Bernal 3ème, Pinot 9ème, Barguil 4ème. Enfin, bon, voilà. Bref, je crois pas qu'il faille trop simuler en fait, hein, sur ce jeu. Pour le moment en tout cas. A plus, bye bye.